Bonjour à tous et bienvenue dans ce chapitre de cours du chapitre 5 de mécanique. Ce chapitre va porter sur l'étude du mouvement de particules chargées dans un champ électromagnétique. Ce chapitre nous permettra de développer un certain nombre d'outils qui nous permettront à terme de faire l'étude de dispositifs scientifiques importants. En effet, nous verrons qu'un champ électrostatique est capable d'accélérer des particules possédant une charge électrique non nulle, tandis qu'un champ magnétique est lui capable de courber ces trajectoires. Il est possible, en utilisant les deux de façon ingénieuse, de pouvoir développer des accélérateurs de particules permettant de sonder la matière. Accélérateurs linéaires, quand ils utilisent seulement le champ électrostatique, et accélérateurs circulaires, lorsque l'on coupe champ électrostatique et champ magnétique. On verra notamment dans une vidéo complément de cours sur le calutron qu'il est possible d'enrichir de l'uranium en uranium 235 à l'aide d'un champ électro puis magnétostatique. Avant de rentrer dans plus de détails, il est obligatoire d'introduire l'outil mathématique du produit vectoriel. Mais pour cela, il faut d'abord discuter de deux notions, qui sont d'un premier le sens de rotation d'un vecteur, et la seconde notion qui est la notion de base directe et indirecte. Commençons par le sens de rotation d'un vecteur. Imaginons une particule réalisant une trajectoire circulaire autour d'un axe. À partir de là, on peut se demander comment quantifier mathématiquement le sens de rotation de la particule. Pour ce faire, on peut arbitrairement associer une valeur au signe que doit avoir la trajectoire. On utilise pour ce faire la convention du tire-bouchon. Et donc, enroulez votre main droite autour d'un axe fictif avec le pouce qui doit pointer en direction de l'axe. Puis, la rotation que fait le reste de vos doigts pour enrober l'axe représente le sens de rotation positif. Toujours à l'aide de la main droite, on peut donner un sens pour orienter trois vecteurs formant une base, en considérant le pouce comme Z, le majeur comme Y et l'index comme X, et en nommant cette configuration base directe, on peut définir la base directe comme la base où Z et la base indirecte, on peut définir la base indirecte comme la base où Z est orientée dans le sens opposé de l'orientation du pouce. Très bien. Il va être maintenant temps de définir le produit vectoriel. Alors, si on se donne deux vecteurs U et V, on peut définir un troisième vecteur tel que W est égal à U scalaire V, qu'on peut écrire d'une croix le scalaire, c'est un produit vectoriel, excusez-moi. Donc c'est W est égal à U scalaire produit vectoriel V, et on peut définir le produit vectoriel aussi de cette façon. Avec U, et on veut que notre produit vectoriel réponde à trois conditions. On veut que U vectoriel V soit perpendiculaire à U et V, que la norme du produit scalaire entre U et V soit égale à la norme de U fois la norme de V fois le sinus de l'angle formé entre U et V. Et la dernière chose qu'on demande, c'est que U, V et U scalaire V, U produit vectoriel V, soit une base directe. Et donc, en se donnant, on va appliquer mathématiquement ce que ça donne, en se donnant deux vecteurs. U est égal à X, Y, Z. V est égal à A, B, C. On peut écrire que U vectoriel V, c'est donc X, Y, Z, vectoriel A, B, C, qui est égal, et là c'est toute la technique qui permet de calculer le produit vectoriel, et donc on le définit de cette façon-là. La composante
la première composante, on va faire YC moins Z fois B. YC moins Z fois B. La seconde composante, en fait, on vient écrire XA comme ça, et on va faire XA moins XC, ZA moins XC, ZA moins XC. Et la dernière composante, c'est XB moins YA. XB moins YA. Donc là, on va prendre un exemple simple. Donc c'est le calcul d'un produit vectoriel, mais avec l'axe UX, produit vectoriel UY, hein, et UX c'est 1, 0, 0, produit vectoriel 0, 1, 0. Et quand on fait les calculs, donc on a 0 fois 0 moins 0 fois 1, c'est 0. Ensuite, on bascule ici notre valeur, donc 1, 0. Quand on fait 0, 0 fois 0 moins 1 fois 0, ça fait aussi 0. Et dans le dernier cas, 1 fois 1 moins 0 par 0, ça fait 1. Et là, en fait, on retrouve le vecteur UZ. Et ce qui est normal, on a montré, enfin, dans la définition du produit vectoriel, on voulait que UX, UY et UX, produit vectoriel UY, soit une base directe. Or, UX scalaire UY, c'est UZ. Et donc, on a bien par définition UX, UY, UZ, qui est bien une base directe. On peut maintenant faire un petit calcul, où cette fois on inverse UY et UX. UY, produit vectoriel UX, donc 0, 1, 0, 1, 0, 0. Et donc on aura 0, 0. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on aura, pour la troisième composante, on va avoir 0 fois 0 moins 1 fois 1. Et donc la valeur ici, c'est moins 1. Et donc c'est moins UZ. Et donc le produit vectoriel est antisymétrique. C'est-à-dire que UY, produit vectoriel UX, c'est moins le produit vectoriel de UX et UY. Donc là, on a quelques composantes. Voilà, on a calculé quelques propriétés du produit vectoriel. Et pour arriver à le maîtriser, il faut faire quelques exercices. Et globalement, c'est pas très compliqué une fois qu'on a bien compris la définition. Très bien. Donc maintenant, on va pouvoir introduire la notion d'interaction électromagnétique. Et pour ce faire, il faut parler de la première des notions, qui est la force électrostatique. Donc il est grand temps de passer cette fois-ci à la physique. Et pour cela, on va faire un bref rappel historique. Donc la notion d'électrostatique, elle a commencé à apparaître en Grèce antique. À cette période-là, on a pu remarquer que deux morceaux d'ambre qu'on avait frottés avec une fourrure avaient la capacité de se repousser. Donc une force apparaissait entre ces deux morceaux d'ambre. Au XVIIIe siècle, on a un physicien français, physicien et chimiste, Monsieur Dufay, qui distingua la présence de deux types de charges, négatives et positives. En effet, il remarqua qu'en frottant du verre, puis de l'ambre, ces deux dernières se repoussaient. La compréhension des forces électrostatiques s'affina encore plus avec un autre physicien français, M. Coulomb, qui établit en 1785 la loi qui porte son nom, la loi de Coulomb, qui permet d'écrire la force de l'interaction électrostatique entre deux charges. Très bien. Donc après ce bref intermède historique, on va pouvoir faire notre premier calcul, qui est la comparaison. On va venir comparer en fait l'intensité des deux forces électrostatiques
et force gravitationnelle qu'on va pouvoir appréhender à l'échelle macroscopique. Donc, pour ce faire, on vient définir donc notre loi de Coulomb, hein. La force entre la première particule et la deuxième particule, deux particules chargées, et l'opposé, hein, avec le principe des actions réciproques. Et c'est égal à Q1 fois Q2, le tout divisé par 4pi epsilon 0 r carré. Alors Q1 et Q2 vont être les charges, des deux charges en coulomb. Epsilon 0, ça va être la permittivité du vide. Ça, on verra ce que ça signifie dans les chapitres liés au magnétisme. Et R, qui est la distance entre les deux charges en mètres. Donc, venons calculer un coefficient A, qui représente la force électrostatique divisée par la force gravitationnelle. Donc, on va prendre, pour cette expérience, on va prendre en fait deux électrons. Donc, la masse de deux électrons et la charge de deux électrons. Donc, au niveau de la masse, au niveau de la première composante, qui est la force électrostatique, on a E carré 4pi epsilon 0 r carré divisé par gm carré divisé par r carré. Et ça, c'est égal à E carré 4pi epsilon gm carré. Et ça, si on fait l'application numérique, on trouve quelque chose comme 10 puissance 42. Et ça, c'est assez inédit, en fait, dans l'étude, dans la physique, d'avoir un rapport aussi important entre deux forces, hein, c'est 10 puissance 42. Je pense qu'il n'y a aucune loi qui propage, en fait, un rapport aussi grand. Une loi qu'on a vue encore, où les différences de force entre deux mêmes composants sont aussi élevées. Donc maintenant, une fois qu'on a vu un petit peu tout ce qui tournait autour de l'électrostatique, on a pu faire une petite notion sur une petite introduction historique et mathématique sur la force électrostatique, on va pouvoir venir discuter de la force magnétique. Donc c'est encore une fois les Grecs qui se sont rendus compte, au 6e siècle avant Jésus-Christ, que les échantillons de magnétites pouvaient exercer des interactions répulsives ou attractives entre eux, et cela en fonction de leur orientation. Et la première référence à un instrument d'orientation magnétique se trouve dans un livre écrit en Chine, sous la dynastie Song, daté environ du 11e siècle, et on y retrouve en fait la description un peu mystérieuse d'un poisson qui indique le sud. Et ce poisson-là flotte dans un bol d'eau et s'oriente en direction du sud. Et là, on comprend bien que ça ressemble quand même à une boussole, ce qui nous est décrit. Et la dernière très grande nouveauté qui nous est apparue, c'est le physicien danois Hans Christian Ørsted, qui en 1820 va mettre en évidence l'étroit lien entre le magnétisme et l'électricité, et notamment la capacité qu'a un fil transportant du courant à pouvoir modifier l'orientation de l'aiguille d'une boussole. Donc avec cette expérience, on se rend compte que électricité, donc force électrostatique, et magnétisme s'influent l'un et l'autre. Il y a une sorte d'interdépendance, ils sont en quelque sorte couplés entre eux. Et donc là, on va plutôt plus s'axer sur le phénomène magnétique, donc en dispersant de la limaille de fer autour d'un aimant, comme nous montre la première image, on est capable d'apercevoir des motifs continus qui forment ce qu'on appelle des lignes de champ. Ces lignes de champ, elles partent d'un des deux pôles de l'aimant et se referment toujours sur un des pôles. Là, c'est une propriété qui est très importante du champ magnétique, qui signifie que la divergence d'un champ magnétique est nulle. Donc là, on peut voir, notamment avec cette expérience, qui semble y avoir un sens aux lignes de champ. Et là, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que le champ magnétique est un champ vectoriel. On va le noter BM de T. Le champ magnétique a pour unité le Tesla, donc un hommage au célèbre inventeur américano-serbe.
Et une grande avancée, donc qui est liée un peu avec les travaux d'Ørsted, c'est qu'en 1890, Thomson montra qu'un faisceau constitué d'électrons était dévié par un champ magnétique. C'est un peu ce qu'on voit sur cette image-là. C'est-à-dire que on est dans le vide, on a nos électrons, hein, une charge E, moins E, qui ont une vitesse, et on les fait rentrer dans une zone où un champ magnétique est présent. Et en fait, on se rend compte qu'en fonction du coup de la... Pas forcément qu'avec des électrons, avec n'importe quelle particule chargée, et notamment en fonction de leur charge, et ben le champ magnétique va venir faire tourner la particule. Et donc on note, pour terminer, que la force magnétique est égale à Q, donc la charge de notre particule, multipliée par V, produit vectoriel, le champ magnétique. Et donc la force magnétique, ce qui est curieux ici, c'est qu'elle dépend de la vitesse de la particule. Plus la vitesse de la particule est élevée, et plus le champ magnétique, et plus la force magnétique sera importante. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pour cette première partie de cours. On va directement faire la seconde partie de cours, donc je préfère couper la vidéo en deux pour pas que la vidéo soit trop longue. Et donc, à tout bientôt.